il n'y a pas si longtemps que ça, parce que vous savez que sur l'IA, on est tous des novices et on dit parfois que l'expert, il a 3 semaines d'avance sur celui qui ne l'est pas. Et donc, voilà. Donc, moi, je suis le dirigeant d'Evosim. On va peut-être mettre en partage, François, Ouais, je pour pourrais lancer. expliquer. Et François, donc, est responsable chez nous de tout ce qui est innovation pédagogique. Voilà. Je te laisse partager l'écran. Voilà. OK. Donc nous, notre métier, c'est d'accompagner finalement les changements, et en particulier les changements sociétaux et technologiques. Et donc du coup, on s'intéresse à tout. On s'intéresse à toutes les nouveautés. Alors quand on regarde ce qui sort régulièrement, bah, chaque année, vous avez son lot de nouveautés. Euh, voilà, il y a 10 ans, on parlait de numérique, puis après, on a parlé de réalité virtuelle, puis de 3D. Et là, depuis à peu près 2 ans, c'est la ruée vers l'IA. Et je pense elle est liée au fait qu'il y a ChatGPT qui est né, il était gratuit, et les gens se sont intéressés à ce ChatGPT avant que des grands comme Microsoft le rachètent. Et donc la question, c'est qu'est-ce qu'on va en faire? Est-ce que ça va changer notre métier? Est-ce que ça va faire évoluer ou transformer nos métiers? Et quelle peur on doit avoir et quelle opportunité on peut saisir avec ça? Voilà. Donc Evosim, c'est quoi? C'est un organisateur de formation, c'est un créateur de nouveaux métiers, hein. C'est des nouveaux métiers qui sont impactés par les nouvelles solutions technologiques, hein. Voilà, on a créé 15 métiers depuis 5 ans, on est à Rennes. Voilà. Et c'est des métiers pour la reconversion professionnelle. Voilà. C'est des métiers pour la reconversion professionnelle. Voilà. Et donc, on accompagne également les entreprises dans leur transformation. Par exemple, sur l'IA, on accompagne une entreprise que vous connaissez bien, qui est L'Oréal, hein, qui ne connaît pas L'Oréal aujourd'hui, hein. Donc, c'est le signe qui accompagne l'entreprise L'Oréal, à titre d'exemple, hein. Mais on accompagne également Pontchaillou, là, Guillaume, voilà, sur Rennes. Voilà pour Evosim. Voilà. Et puis, on vous a prévu un petit programme pour cette intervention. Voilà, on va déblayer ce qu'est l'intelligence artificielle parce qu'évidemment, là, sur les 17 personnes qui sont présentes, chacun d'entre vous a un niveau différent. Certains le pratiquent, d'autres ont un avis, d'autres le découvrent. Voilà. On vous donnera également quelques exemples d'IA parce que vous savez, chaque jour, vous avez une nouvelle IA. Il y en a des milliers. Alors, on entend parler de ChatGPT, mais il y a des milliers d'IA qui sortent chaque jour et on vous donnera l'endroit où aller les chercher. Comme ça, vous serez au courant pour savoir quels sont les types d'IA qui existent, par exemple, dans la santé, dans d'autres domaines d'activité, etc. Puis après, on terminera par les questions-réponses. Voilà. François, je te laisse faire ça. Ouais, effectivement. Bonjour à tout le monde. Donc, on va commencer effectivement par un petit échauffement. On voulait effectivement vous poser cette première question. Pensez-vous que l'adoption de l'IA générative dans le monde professionnel va, dans un premier temps, petit a, maintenir les méthodes de travail inchangées, petit b, avoir un impact mineur, petit c, avoir un impact majeur, et enfin, petit d, je ne sais pas. Je vous invite à répondre dans le chat. Et voilà, ça va nous permettre de voir un petit peu déjà comment vous orienter, on va dire, vos réponses par rapport à cette question toute simple. Donc, pensez-vous que l'adoption de l'IA générative dans le monde professionnel va maintenir les méthodes de travail inchangées, avoir un impact mineur, avoir un impact majeur, ou je ne sais pas. Je vais regarder un petit peu le résultat de ça dans le chat. Donc, on a beaucoup de C. Ok, effectivement, on a quasiment que des C, avoir un impact majeur. Ouais, effectivement, c'est pas toujours aussi tranché. En règle générale, on va dire, on a des personnes qui ne prennent pas forcément trop à un impact important, ou des fois des personnes qui vont nous indiquer que c'est un impact mineur. Donc là, vous êtes plutôt unanime, on va dire, sur la question. On verra, on va dire, à la fin si vous restez toujours campé sur ces positions-là ou pas. Mais effectivement, on a plutôt l'impression, on le verra tout à l'heure, qu'on est quand même sur quelque chose, en tout cas, d'assez durable, avec un impact qui est déjà, on va dire, assez visible.
Donc effectivement, le C semble dominer tout le monde. Ok. Ok. Et du coup, pour vous expliquer notre histoire à nous, voilà, on était comme vous, on se disait, tiens, c'est quoi l'IA? Alors je parle d'il y a 18 mois, d'accord? Il y a 18 mois, moi je me suis dit, tiens, on parle d'IA, il y a ChatGPT qui vient de sortir, et je vais utiliser ChatGPT pour savoir ce qu'il a dans le ventre, d'accord? Je pense que tout le monde a dû le faire, tout le monde a dû regarder ce que l'IA pouvait apporter en lui posant des questions, etc. Ce qui est le premier niveau, on va dire, on n'est pas rendu au prompt, hein, mais c'est le premier niveau de questionnement. Et donc, moi, j'ai été très surpris sur ce qu'on appelle les IA génératives, hein, de, de la vitesse à laquelle ça répond. C'est surtout ça qui m'a surpris. Avant la qualité de la réponse, c'est la vitesse à laquelle on a une réponse. Je pense que les uns et les autres, tout le monde doit être d'accord avec ça, c'est-à-dire au moment où je pose ma question, l'IA, on a à peine terminé de poser notre question, qu'elle nous répond déjà, alors bien ou mal, mais moi la première surprise, ça a été ça. Et puis, je me suis dit, tiens, moi qui fabrique des métiers, je crée des métiers, vous voyez. Donc, fabriquer un métier, c'est compliqué, hein. Il faut trouver les opportunités, il faut être capable de faire un programme, il faut être capable de faire un contenu. C'est des mois de travail. Et je l'ai challengé, je lui ai dit, tiens, est-ce que tu peux me créer un métier? Et ce métier, ce serait pilote d'IA. C'est-à-dire, je me disais, il va bien falloir qu'il y ait des nouveaux métiers qui soient créés pour piloter une IA, c'est-à-dire la tenir en laisse et être capable finalement de faire ce qu'on appelle de la cobotique. Et à ma surprise, finalement, le programme, le détail du programme, les activités, les QCM, les heures, les contenus, elle a mis à peu près, on va dire, 4 secondes, 5 secondes à me les créer. Vous vous rendez compte? Elle a mis 4 à 5 secondes à me créer un parcours complet, détaillé, avec des QCM. Et après, je me suis pris au jeu. Je me suis dit, bon, est-ce que tu peux me le faire sur 3 mois? Elle me l'a fait sur 3 mois. Et après, je me suis dit, est-ce que tu peux me le faire sur une journée? Elle me le fait sur une journée. Et après, est-ce que tu peux me le faire sur 5 minutes? Elle a réussi à me le synthétiser sur 5 minutes. Et vous voyez, c'est cette première expérience, moi, que j'ai vécue. J'ai vécu finalement un outil qui permet d'aller beaucoup plus vite dans tout ce qui est sourcing, réflexion sur tout ce dont j'ai besoin pour fabriquer des éléments que je ne connais pas moi-même. Et là, ça a été ma première révélation. Et je me suis dit, ce truc-là, c'est formidable comme assistant, si vous voulez, hein. C'est formidable comme assistant. Je ne suis pas allé plus loin au départ dans ma réflexion. Ça a été la surprise de la rapidité de réponse. Donc, c'est la première chose que je voulais vous dire. Et la deuxième chose que je voulais vous dire, j'avais autour de moi des gens à qui j'ai raconté l'histoire. Et il y avait des gens qui étaient sceptiques, qui étaient très sceptiques, qui disaient, moi, je sens pas le truc, c'est le grand remplacement, j'y crois pas, etc., etc., etc. Et je me suis rendu compte d'un deuxième phénomène, c'est le deuxième élément que je voulais partager avec vous, tout simple, c'était que finalement, tous ceux qui en ont peur, ils ont une caractéristique commune, c'est qu'ils ne l'ont pas utilisé. Les gens qui utilisent l'IA, finalement, ils changent de couleur, ils changent d'avis. Et certains m'ont dit, bah, tu vois, j'étais venu te voir dans ton bureau pour me dire que moi, c'était pas du tout mon truc, etc. Et puis j'avais peur et j'avais des craintes, etc. Et depuis que je l'utilise, c'est devenu ma meilleure amie. C'est exactement ce qu'on m'a dit. On m'a dit, c'est devenu ma meilleure amie. Euh, et ça, c'est comment dire, ce qu'il faut se dire, c'est que parfois on a peur de trucs mais que c'est surtout parce qu'on a peur de les utiliser. Et lorsqu'on les utilise, notre avis change. Et puis, il y a un troisième niveau qui se passe, c'est la dépendance à l'IA. Quand je commence finalement à mettre les mains dedans, je me dis que pourquoi veux-tu que je m'emmerde derrière à faire le boulot moi-même? Hein, si vous passez l'expression. Du coup, je demande en permanence à l'IA ce qu'elle en pense et elle me fait mon travail. Et bien, vous verrez, pour tous ceux qui l'ont utilisé comme ça, en se disant, bah, tiens, je vais utiliser l'IA à chaque fois pour savoir quel est son avis, qu'elle me construise des choses, et bien, vous verrez
que vous passez d'une situation de surprise initiale en disant « Ah, elle est capable de faire tout ça, elle est formidable », à une situation après de se dire bah, « Tiens, ça va m'aider, ça me fait gagner du temps », et vous passez ensuite à une situation de déception en vous disant finalement, elle m'apporte des résultats que j'aurais pu trouver moi-même, que j'aurais pu fabriquer moi-même, mais j'aurais mis beaucoup plus de temps. Et on a vécu une expérience au Learning Show. Alors, le Learning Show, c'est un événement à Rennes où on présente les technologies nouvelles, etc., etc. C'est une fois par an. Ce sera encore cette année au mois d'octobre. Et on a fait une compétition entre une IA et l'humain sur un sujet qu'on avait imaginé. Donc, évidemment, l'IA a gagné. Hein. Elle a gagné au bout de 10 secondes. Et l'humain, il nous a produit un résultat au bout, je crois, de 45 minutes. Donc 10 secondes, 45 minutes. Quand je regarde l'écart qu'il y a entre l'humain, 45 minutes, et l'IA, quelques secondes, finalement, il n'y a pas grand-chose de différent. Les deux, en termes de résultats, hein, je parle là, les deux étaient pertinents, les deux se ressemblaient, sauf que l'un a mis 45 minutes pour le faire et l'autre a mis quelques secondes. Voilà. Et donc, c'était intéressant de voir que finalement, après, ça va dépendre des types d'IA qu'on utilise et pour faire quoi. Ça veut dire que finalement, moi, je voulais juste intervenir au démarrage pour dire que après un an et demi d'accompagnement des entreprises, d'explication de l'IA, etc., etc., et de démonstration et de recherche de nouvelles IA. Vous avez par exemple aujourd'hui une nouvelle IA qui s'appelle PI, hein, et qui est une IA générative relationnelle, ça veut dire que vous vous en faites un ami, et vous tutoie, et vous connaît, etc., etc. Et bien, au bout de 18 mois, moi, je m'arrive à la conclusion de dire que sur les IA génératives, leur principale qualité, elles en ont d'autres, elles en auront peut-être d'autres demain, mais leur principale qualité, c'est de nous faire gagner du temps. Et c'est la raison pour laquelle, finalement, aujourd'hui, quand on accompagne là actuellement les entreprises comme L'Oréal, eh bien, et on verra avec François tout à l'heure avec un exemple, eh bien, finalement, on inverse le phénomène. On demande aux personnes si vous deviez confier des choses que vous n'aimez pas faire, que vous n'avez pas envie de faire, qui sont des corvées pour vous, à une IA, ce seraient lesquelles? Et les gens nous répondent, ils nous disent, moi, j'aime pas l'administratif, j'aime pas ça, etc., etc. Et derrière, on choisit l'IA qui permet de le faire. Si on a le... Donc, quelque part, ils répondent eux-mêmes en disant, moi, finalement, l'IA dans mon métier, ben, si je devais l'utiliser, ça serait pour me donner un coup de main sur les trucs que j'aime pas, ou que j'arrive pas à faire, ou que j'ai pas le temps de faire. Donc, François, il rentrera dans les résultats tout à l'heure, il vous montrera ce que ça a donné. Mais voilà, je voulais faire une petite intervention au bout de 18 mois d'expérience et au bout de 18 mois de recherche. On en est là, on en est simplement là, ça peut vous surprendre. Il y en a d'autres qui ont lu plein de choses sur la capacité d'une IA à lire mieux une radio et à anticiper des maladies comme des cancers, etc. C'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible et on pourrait vous l'expliquer sur la façon dont elle réussit à être quelque part plus performante que l'œil du radiologue. Bon, hein. Et puis, dernière chose que je voulais vous dire, je me dis aussi au bout de 18 mois que ce sont les personnes les plus expérimentées dans un domaine, c'est-à-dire celles qui ont, on appelle ça des seniors aujourd'hui, vous savez, bah, qui ont la plus grande capacité à interpréter le résultat de l'IA. Alors que les juniors, les jeunes qui démarrent, etc., auraient tendance à lui confier des choses et à prendre pour argent comptant le résultat. Et donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en cobotique, sans doute que le meilleur ami d'une IA, c'est quelqu'un qui a une expérience suffisante pour analyser et interpréter ce que donne l'IA. Alors les premiers métiers émergents, il y a une question là de Rodrigue autour de l'IA. En réalité, vous avez deux types de métiers. Vous avez le métier d'ingénieur en IA, donc c'est celui qui du coup programme, donc ça c'est vraiment le cœur de la fabrication du data. Puis vous avez ensuite tous les métiers, il n'y a pas vraiment d'exception, hein, qui sont impactés par l'IA. Et donc, en réalité, pour répondre à votre question, les formations qui sont possibles, ce sont des formations à l'usage de l'IA qui vont impacter un métier. Par exemple,
sur L'Oréal. On utilise une IA qui s'appelle Perplexity, peu importe, elle s'appelle Perplexity, et elle permet finalement, sur des exemples tout bêtes, de s'assurer que la fabrication d'une couleur pour un shampoing dans un salon de coiffure est conforme. Et lorsqu'une cliente arrive et que sa couleur est ratée, eh ben, l'IA va donner la formule pour récupérer la couleur. Vous voyez, c'est tout bête, hein. Alors pourquoi est-ce qu'on utilise une IA qui s'appelle Perplexity? Ben, parce qu'elle a les données, les données qui lui ont été fournies et qui lui permettent finalement de répondre à la bonne question. Voilà. Et donc, après, il faut utiliser l'IA qui va bien par rapport aux besoins. Voilà le témoignage que je voulais vous faire passer. Je vais laisser la main à François, qui va avancer dans le webinaire. À toi, François. Parfait, merci, merci Ludovic. Donc, effectivement, je vais reprendre un petit peu la main. Donc là, vous venez d'entendre effectivement Ludovic qui vient de donner finalement aussi un peu le regard, on va dire, que nous, on peut avoir, hein, vous l'avez compris, sur l'aspect, on va dire, de l'IA. On n'est pas spécialement, on va dire, sceptique. Au contraire, on trouve que c'est plutôt une opportunité intéressante. On va le voir un petit peu dans les prochains moments. Ce que je vous propose, c'est de peut-être avoir, vous, votre regard, on va dire, sur l'IA. Et donc, je vais vous poser quelques petites questions. Et là aussi, je vais vous demander de répondre, on va dire, dans le chat. Karine, je veux bien, on va dire, que tu puisses me faire la petite synthèse, on va dire, des réponses dans le chat. La première question, je vais vous demander, on va dire, de rédiger dans le, dans le chat. Est-ce que l'IA, pour vous, est-elle plus intelligente que l'homme? Oui ou non, tout simplement. Est-ce que pour vous, l'IA est plus intelligente que l'homme? Est-ce que vous considérez plutôt que oui ou plutôt que non? Karine, je ne sais pas si ça commence à rédiger un petit peu les petites réponses dans le chat. Oui, oui, ça rédige. Alors, c'est parfait, c'est parfait. Alors là, il y a un non, mais majoritaire, hein. D'accord, parfait, parfait. Ça, c'est la première question. Donc, ça me permet de me connaître un petit peu votre regard et puis à qui, entre guillemets, on va dire, on a affaire aussi, puisqu'on est dans un webinaire, on ne se connaît pas forcément beaucoup. Est-ce que l'IA est dangereuse pour l'homme, selon vous? Plutôt oui ou plutôt non? Alors là, ça se divise. En fait, Ah, on a quelques noms et puis des oui avec le côté ça dépend de l'utilisateur. Voilà, c'est un peu comme tout outil en fait, hein. ok. En tout cas, les réponses ne sont pas aussi tranchées que pour la première, c'est Ouais, ça? tout à fait. Ok, merci. Troisième question, l'IA peut-elle accepter des demandes malveillantes, selon vous? Alors c'est un oui aussi massif. Ok, ok. L'IA peut accepter des demandes malveillantes, parfait. Majoritairement, on va dire que c'est oui. Et quels sont les freins autour de l'utilisation, on va dire, de l'IA? Est-ce que vous y voyez des freins à l'utilisation de l'IA? Alors, des freins législatifs en termes de ressources pour les technophobes, par rapport aussi aux conséquences de la perte des emplois. Ok, donc là, on est vraiment sur la question, quels sont les freins autour de l'utilisation, on va dire, de l'IA, mais ok. Euh, ouais, toujours législatif, manipulation des résultats apportés, freins éthiques, D'accord. avoir la bonne technique d'utilisation, les bons prompts, euh, la moralité des utilisateurs. Ouais, effectivement. Ouais, effectivement. En tout cas, un certain nombre, on va dire, de freins qui pourraient expliquer, on va dire, une non-utilisation, on va dire, de l'IA, c'est ça? Mm. Parfait.
Parfait, parfait. Ce que je vous propose là maintenant, c'est non pas forcément de répondre, on va dire, à ces questions. Là, encore une fois, nous, on n'a pas spécialement la prétention de savoir si oui ou non l'IA est dangereuse. Évidemment qu'on a peut-être une petite idée, on va dire, là-dessus. En tout cas, c'est forcément toujours un parti pris, on va dire. Ce que je vous propose, c'est plutôt, on va dire, d'écouter une interview. On a interviewé, on va dire, une IA. Finalement, on a récupéré, on va dire, ces questions et on les a posées, on va dire, à une IA. Et je vous propose, on va dire, d'écouter les réponses. Donc, on les a tout simplement transcrits dans un chatbot. On a demandé, on va dire, notamment à ChatGPT de savoir un peu ce qu'il pensait, on va dire, de ces questions-là. Et donc, on a eu un retour et on a créé une petite vidéo un peu sympa qui va répondre effectivement à l'ensemble de ces questions-là. Je vous propose d'écouter ça juste dans quelques petites secondes. Karine, n'hésite pas à me dire si jamais il n'y a pas de son, mais je pense que c'est bon. Et donc, je voudrais accueillir Noumia, c'est bien ça? C'est exactement ça. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Noumia. Alors, Noumia, j'ai pas l'habitude, là, je ne te vois pas. C'est pas évident pour moi, j'ai l'habitude d'avoir quelqu'un en face de moi. Est-ce qu'on peut, au niveau de la régie, m'envoyer un avatar, s'il vous plaît, pour que j'ai le sentiment de discuter avec quelqu'un? Ah, alors là, oui. Alors non, non, alors ça ne le fait pas, ça. Non, vous n'avez pas un autre choix d'avatar? Ah, ok. Bon, on garde celui-là. Première question, quelle est la différence entre Google et une IA? L'IA est un cerveau électronique qui peut apprendre et résoudre des problèmes, tandis que Google, c'est comme un bibliothécaire électronique. Un bibliothécaire électronique. Ah oui, c'est pas con ça comme image. Et donc, quand vous parlez de cerveau électronique, vous voulez dire quoi? C'est la stimulation de l'intelligence humaine pour aider à prendre des décisions et résoudre des problèmes. Pour aider à prendre des décisions. Ah ouais, c'est bien ça. Et donc, ça veut dire que l'IA serait plus intelligente que l'homme ou pas? L'IA est un élève surdoué qui peut résoudre des problèmes complexes en un clin d'œil, mais qui ne peut pas encore apprécier un bon vin. Bonne réponse. C'est vrai que le jour où l'IA va apprécier un bon vin, ce sera formidable. Après, ce que j'ai envie de vous demander, bon, il y a l'IA qui arrive, tout le monde en parle, il y a des formations un peu dans tous les sens, et puis il y a des craintes, il y a des peurs. Est-ce que l'IA est dangereuse pour l'homme? L'homme peut être dangereux pour l'IA en la programmant avec des biais ou en la manipulant pour des objectifs malveillants. D'accord. Et donc, l'IA, vous allez accepter de collaborer pour des demandes malveillantes? L'IA peut accepter toutes les demandes de l'homme, y compris les plus malveillantes. Ah bah voilà autre chose. Donc ça veut dire que si on s'amuse avec toi, là, je ne sais pas moi, si par exemple je te demande de me donner la recette de fabrication d'une bombe, est-ce que tu peux me la donner? Je ne peux pas répondre à cette demande, je ne suis pas autorisé à fournir des informations dangereuses ou illégales. Ah bah tu vois, donc du coup, quand tu disais que tu acceptes de collaborer pour des demandes malveillantes, finalement là je te pose la question et tu refuses. Donc tu as un minimum de règles, un minimum d'éthique. Pourtant, il existe des freins, en particulier chez les professionnels qui ont encore peur de l'IA. Quels sont ces freins, à ton avis? Tu en as la liste, toi? Ce sont souvent des craintes par rapport à la perte de contrôle, le remplacement de l'homme sur certaines fonctions, le biais des algorithmes qui peuvent influencer les décisions et sans doute la compétition entre l'homme et l'IA. D'accord. Tu réponds quoi à toutes ces frayeurs? Tu leur dis quoi? Il faut utiliser l'IA. Ceux qui en ont peur sont ceux qui ne la pratiquent pas. Ah oui. Se former à l'IA pour mieux la comprendre. Mhm. Rassurer sur le côté éthique et surtout laisser décider l'humain sur son usage. Ok. Ce que tu veux dire, si je comprends bien, hein, c'est par la pratique que finalement les personnes qui en ont peur vont changer d'avis. Plus je pratique, finalement, plus je m'aperçois que c'est facile. Hein, c'est bien ça. Exactement. Voilà. Là, on a fait effectivement voilà, une petite interview, on va dire,
de toutes ces questions-là. On trouvait ça plutôt assez sympa, on va dire, d'avoir une réponse, on va dire, de l'IA directement. Encore une fois, nous, on n'est pas forcément là, on va dire, pour répondre, on va dire, à l'ensemble de ces questions-là. C'est souvent, on va dire, un débat, on va dire, des fois sans fin. Mais c'est intéressant, on va dire, de noter, je trouve, la réponse, on va dire, de l'IA. Je ne sais pas si ça a pu convaincre ou pas, on va dire, ou orienter, on va dire, d'autres réflexions. Mais je trouve que de se former pour mieux comprendre, on va dire, l'IA, effectivement, c'est quand même quelque chose d'hyper important. Évidemment, on va dire que vous avez des personnes qui vont avoir un peu un aspect un peu sceptique d'utilisation de l'IA pour plein de raisons et qui peuvent peut-être des fois être intéressantes. Sur les questions, on va dire, de perte de contrôle aussi, là aussi c'est important. Souvent, l'IA, ce qu'il faut, c'est évidemment la pratiquer pour mieux la connaître, mais jamais considérer, on va dire, que l'IA, on va dire, c'est une perte de contrôle. La contrôle, c'est effectivement plutôt l'utilisateur qui va avoir le contrôle, on va dire, sur l'IA. Encore une fois, c'est une machine qui va répondre, on va dire, à une demande. Et donc ça, c'est aussi important aussi de l'avoir en tête. Je vous propose en tout cas de refermer, on va dire, cette petite parenthèse sur un peu toutes ces questions-là et de commencer à rentrer un petit peu dans le vif du sujet, notamment avec de l'introduction, on va dire, à l'IA générative. Finalement, la première question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce que l'IA et notamment l'IA générative. J'aime bien cette petite définition que vous pouvez voir, on va dire, à l'écran. Hein. L'IA générative, c'est quoi? Bah, c'est finalement une technologie qui permet de créer des nouvelles données à partir de données exemples et de façon indépendante. Donc là, il y a plusieurs choses intéressantes, on va dire, dans cette définition-là. C'est de dire qu'évidemment, on va créer, on va dire, des données, donc on va créer quelque chose, créer du contenu à partir, on va dire, de données exemples. Donc, les IA génératives vont d'abord se baser notamment sur des grosses bases de données, sur des données exemples, où elles vont apprendre, on va dire, à l'aide de ces données-là, et donc vont créer, on va dire, quelque chose un contenu en général et de façon surtout indépendante. Ça veut dire quoi, indépendant? Ça veut dire qu'on n'a pas besoin, on va dire, de lui expliquer des choses. On a juste à lui donner une grosse base de données et derrière, elle va être en capacité, on va dire, d'apprendre seule et de pouvoir répondre, on va dire, à des demandes. Notamment, l'IA générative, qu'est-ce qu'elle permet de faire, hein? Elle permet tout simplement, des fois, de créer des images à partir de texte. Ça, c'est une possibilité. Elle permet aussi, on va dire, de créer de l'audio à partir de texte, du texte à partir d'audio ou des vidéos à partir de texte. Donc, pour faire déjà beaucoup de choses, mais ce qui est intéressant et ce qui est assez bluffant, c'est effectivement la notion, on va dire, d'indépendance. Une IA, aujourd'hui, elle est capable, évidemment, à partir du moment où on nous donne une grosse base de données, de pouvoir très vite, on va dire, apprendre et très vite en capacité, on va dire, de répondre, on va dire, à une demande. Donc, est-ce qu'on est sur un phénomène, on va dire, de mode ou une révolution? Ça, c'est souvent une question qui a été abordée ces derniers temps. C'est une question qui s'efface de plus en plus. Pourquoi? Alors, je vous donne juste deux chiffres. Le premier chiffre, on va dire, c'est le jour où Instagram est arrivé, on va dire, sur nos smartphones. Instagram, eh ben, ça a mis 2 ans pour obtenir 100 millions d'utilisateurs, ce qui est déjà assez prodigieux. ChatGPT, bah, pour lui, ça a été 2 mois. Au bout de 2 mois, on a eu 100 millions d'utilisateurs, 100 millions d'utilisateurs qui ont utilisé ChatGPT, ce qui est quand même très, très rapide. Donc, on a vu qu'il y avait quand même quelque chose qui se passait avec les IA génératives. En tout cas, ça a intrigué beaucoup de personnes. Ça a été quelque chose d'assez fulgurant en matière d'utilisation. Et ça continue, on va dire, à l'aide. Donc aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que c'est un phénomène de mode ou une révolution? On ne peut pas dire en tout cas que c'est une révolution technique parce que l'IA, ça existe depuis déjà pas mal de temps. Par contre, la démocratisation effectivement de l'IA, ça c'est plutôt une petite révolution aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le monde a plus ou moins la capacité, on va dire, de pouvoir bénéficier, on va dire, d'une IA générative. Et ça c'est vraiment quelque chose qui a vraiment des conséquences relativement importantes à court terme, mais très certainement aussi à moyen terme. Alors, quelques petits cas d'usage, on va dire, de l'IA générative. Hein. L'IA générative, elle est là essentiellement pour créer aussi du contenu. Et j'ai marqué stimulation, on va dire, de la créativité. Alors ça, des fois, ça peut être aussi un débat, mais effectivement, vous pouvez utiliser les IA pour générer du contenu et notamment pour stimuler votre créativité. À un moment donné, vous pouvez lui demander tout et n'importe quoi et ça peut évidemment stimuler votre créativité en fonction de la réponse donnée. Si vous souhaitez
je ne sais pas, avoir des scénarios, eh bien, il peut vous en proposer beaucoup. Si vous souhaitez avoir des images, eh bien, il peut vous proposer aussi beaucoup. Et ça peut alimenter votre créativité, votre réflexion, on va dire, sur le sujet visé. Deuxième point important en termes d'usage, c'est l'optimisation de la gestion administrative, hein. Généralement, ce qu'on recherche, on va dire, avec l'IA, c'est l'automatisation, on va dire, de certaines tâches pour, encore une fois, gagner évidemment du temps sur les différentes missions qu'on pourrait effectuer. Un agent conversationnel, ça, souvent, on utilise aujourd'hui de plus en plus lorsque, par exemple, vous téléphonez à votre banque ou à votre assurance. Il n'est pas rare, on va dire, qu'on tombe sur un support client, on va dire, généré par l'IA, et donc qui vous oriente en fonction, on va dire, des questions que vous lui posez. Vous avez des réponses. Et donc ça, l'agent conversationnel, ça, c'est quelque chose qui est beaucoup utilisé et beaucoup demandé actuellement. Recherche de données structurées, là aussi encore, l'intelligence artificielle, elle est en capacité, on va dire, d'aller prendre des éléments, différents éléments, et notamment, pourquoi pas, de faire une synthèse et de créer, on va dire, un élément particulier, notamment, par exemple, de la rédaction, on va dire, de compte rendu. On peut imaginer une réunion avec des prises de notes collaboratives, et l'IA va être en capacité de faire une synthèse un peu de l'ensemble des prises de notes et de rédiger, par exemple, un compte rendu. Donc ça, c'est un type d'usage. Et enfin, analyse de données et analyse critique. L'analyse de données, ça c'est très clair. Aujourd'hui, tout le monde est un peu au courant de ça, hein. C'est de soumettre des données. Et lorsqu'on a énormément de données, ça peut être un peu compliqué, ou alors il nous faut beaucoup de temps pour pouvoir les analyser. Ben, l'IA, elle va être en capacité de les analyser très rapidement. Et puis, il y a une autre chose aussi qui est hyper importante au niveau de l'IA, c'est la capacité effectivement à analyser n'importe quel type de contenu. Et ce que vous pouvez évidemment faire, c'est souvent, en tout cas, de donner votre travail, hein. Vous pouvez, je ne sais pas, avoir la rédaction d'un mail, la rédaction d'un compte rendu. Vous pouvez lui donner et lui soumettre, on va dire, votre travail et lui demander d'analyser ça. Et ça, effectivement, il est plutôt assez doué pour ça. Il va vous donner une réponse sur ce qui peut être intéressant, ce qui peut moins être bien réalisé. Et donc ça, c'est effectivement aussi assez bluffant. Donc en termes de type d'usage, on est vraiment sur beaucoup de types d'usage. Nous, vous l'avez compris, on travaille dans le domaine de la formation. Et nous, dans le domaine de la formation, on a aussi effectivement de plus en plus forcément recours à l'intelligence artificielle pour pas mal de choses, notamment sur la planification stratégique des emplois et des compétences. Ça, c'est une première chose. Une aide pour l'ensemble des étapes de l'ingénierie pédagogique dans le domaine de la formation. L'ingénierie pédagogique, c'est quoi? C'est d'analyser, c'est de concevoir, c'est de produire, on va dire, des formations et de les diffuser. Et bien là, à toutes les étapes de l'ingénierie pédagogique, aujourd'hui, on est en capacité, on va dire, de se faire aider, en tout cas, par l'intelligence artificielle. On le verra tout à l'heure un petit peu plus dans le détail. Le marketing et la communication, on va dire, de l'offre aussi, hein. L'IA est très efficace aussi pour générer notamment des emailing ou des exemples de posts. Donc ça, c'est aussi un vrai sujet. L'exploitation des données et l'individuation des parcours d'apprentissage, ça aussi, l'IA est de plus en plus utilisé, on va dire, dans ce domaine-là. C'est-à-dire que quand on a un parcours de formation avec des apprenants qui suivent ce parcours, l'IA va être en capacité d'analyser finalement si ça se passe bien et si jamais il y a un souci, d'analyser d'où vient le souci, de lui proposer pourquoi pas, on va dire, comment dire, des nouveaux contenus si l'apprenant n'atteint pas notamment ses objectifs de formation. Donc là aussi, c'est évidemment un grand boom, on va dire, dans le domaine et c'est un énorme virage qui est pris par beaucoup d'acteurs dans le domaine de la formation parce que on est sur effectivement un suivi personnalisé, ce qui est très compliqué, on va dire, à mettre en place si on n'utilise pas, on va dire, l'IA. Et enfin, du tutorat en ligne, un chatbot, lorsqu'on fait par exemple de la formation à distance, effectivement, on peut avoir des apprenants qui se connectent à 23 heures, à minuit, à 2 heures. Et si jamais ils ont une question, effectivement, un tuteur en ligne, un chatbot peut permettre à l'apprenant d'avoir, on va dire, des réponses à ces questions. Donc voilà un petit peu sur les différents types d'usages. C'est important effectivement de rappeler ça. Ce qui est important aussi, lorsqu'on parle d'intelligence artificielle, c'est finalement comment on engage le dialogue avec une IA. On a de plus en plus, alors c'est un peu moins vrai maintenant parce qu'on commence à avoir beaucoup plus de monde à avoir utilisé, on va dire, l'IA,
mais on a souvent entendu dire oh, l'IA, c'est quand même pas génial, moi je lui ai posé 2-3 questions et il est tombé à côté de la plaque. Mais généralement, lorsque l'IA tombe à côté de la plaque, c'est parce qu'on n'engage pas forcément bien le dialogue. Et encore une fois, le dialogue et la communication, on va dire, avec l'IA, et bien évidemment, c'est fondamental pour avoir en tout cas une réponse qui soit satisfaisante. Communiquer avec l'IA, bah, comment on peut faire, hein, comment communiquer avec l'IA, quelles sont les caractéristiques, on va dire, d'un bon prompt. Je vous propose de regarder ça très rapidement et de vous donner quelques briques d'informations sur le sujet. Alors, l'art du prompt, c'est quoi? On peut, dans un premier temps, on va dire, lister les bonnes pratiques. Il y en a quelques-unes à avoir en tête lorsqu'on rédige un prompt, hein. Donc, un prompt, c'est vraiment une requête qu'on va formuler, on va dire, à l'IA. Et en fonction, on va dire, de cette requête, donc de cette question, l'IA va apporter sa réponse. Alors, les bonnes pratiques pour ça, c'est quoi? Ben, dans un premier temps, évidemment, c'est de définir un sujet précisément. Si on n'est pas précis sur le sujet, ben, ça risque d'être un petit peu compliqué. C'est d'indiquer la cible et le contexte. Plus on sera précis, évidemment, sur le contexte, plus on aura des mots-clés et plus l'IA pourra aussi interroger effectivement sa base de données pour être pertinent. Donner un rôle aussi à l'IA, ça c'est aussi assez vrai. Si on donne un rôle à l'IA, on va peut-être orienter beaucoup plus facilement, on va dire, son algorithme, et il va peut-être avoir une capacité à aller chercher de meilleures informations. Indiquer le format et la longueur, ça aussi c'est hyper important. Si on veut quelque chose de très court, une réponse courte, eh bien, il faut lui indiquer parce que sinon c'est un peu compliqué. Indiquer le ton souhaité, si on veut un ton humoristique ou un ton plus académique, évidemment, ça va participer à la bonne réponse, on va dire, de l'IA. Rédiger des phrases courtes et claires, là aussi, c'est pas toujours évident parce que lorsqu'on rédige un prompt, des fois, on y met soit trop de choses ou des fois, soit trop peu de choses. Donc, il faut avoir la bonne justesse. Donc, ça, c'est un peu pour les bonnes pratiques. On a aussi des pratiques, évidemment, à éviter lorsqu'on rédiger un prompt, hein, c'est le jargon des fois qui peut être trop technique. Alors, encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas du tout utiliser, on va dire, de mots techniques, mais si jamais on considère qu'on a vraiment dans une niche et que finalement le jargon utilisé est très très peu connu ou très très peu utilisé, on va peut-être pouvoir éviter si jamais on veut que l'IA réponde correctement. Donner trop d'informations ou pas assez, on en a un petit peu parlé tout à l'heure, mais effectivement, ça aussi, c'est important de bien calibrer, on va dire, sa demande et son prompt. Demander trop en une seule fois, là aussi, on risque nous-mêmes déjà de se perdre et donc l'IA également. Penser que le résultat est fiable, exact et intemporel, ça aussi, ça, c'est quelque chose d'important, c'est important de le souligner. Le résultat fiable, encore une fois, on a affaire à une machine, hein, faut pas l'oublier. Donc, à chaque fois, évidemment, que la responsabilité, c'est l'utilisateur de l'IA qui va avoir cette responsabilité de considérer si oui ou non le résultat est fiable ou pas. Je le dis souvent un peu comme ça, mais lorsqu'on utilise, on va dire, l'IA, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que finalement, c'est nous qui tenons le marteau, et c'est pas l'inverse. Et donc ça, évidemment, il faut jamais, jamais, jamais l'oublier. Donc voilà, on va dire pour voilà, des petites informations sur comment on peut rédiger correctement un bon prompt. Ce que je vous propose là, c'est de vous donner un exemple rapide hein, sur la rédaction, on va dire, d'un prompt et notamment la rédaction d'un programme, on va dire, de formation. Ça, c'est l'exemple d'un prompt. Tu es responsable d'un service de formation pour adultes. Tu dois rédiger un programme de formation d'une semaine en présentiel. Le sujet de la formation est le marketing de l'offre de formation. À la fin de la formation, les participants seront capables de concevoir et de mettre en œuvre une stratégie de marketing efficace, promouvoir une offre de formation. Tu dois rédiger la fiche programme en précisant un titre de la formation originale, l'objectif général, les objectifs pédagogiques de formation, le public cible, la durée d'apprentissage, la méthode pédagogique utilisée, enfin le contenu du programme de la formation. Enfin, tu préciseras également la modalité d'évaluation. Donc ça, c'est un prompt comment dire, qui respecte un petit peu tous les éléments qu'on a pu voir tout à l'heure. Ça, c'est important aussi de le souligner. Un prompt, il n'est jamais parfait. Il y a toujours des améliorations, on va dire, à envisager. Et ça, lorsque vous lui donnez, on va dire, ce prompt-là, je peux vous le donner juste cet exemple-là. On va pouvoir regarder un peu ce qui nous donne comme réponse. Hop là, hop là. Et là, c'est quand même assez bluffant parce que très rapidement,
il va être en capacité effectivement de répondre à la demande en quelques secondes. Vous voyez, il est en train de rédiger effectivement le programme de la formation avec tout ce qu'on lui a demandé, à savoir effectivement un titre, les objectifs, en tout cas l'objectif général et les objectifs pédagogiques qu'il a lui-même trouvé, le public cible concerné, la durée d'apprentissage, les méthodes pédagogiques, on va dire, utilisées, le contenu du programme de formation, le jour 1, le jour 2, le jour 3, le jour 4 et le jour 5, et encore une fois, la modalité d'évaluation qui était aussi demandée. Donc, vous voyez, c'est assez bluffant. Ce qui est intéressant, en tout cas, dans ça, c'est aussi la réutilisation, on va dire, des prompts qu'on peut faire. Lorsqu'on a rédigé une première fois un prompt, ça peut mettre des fois un petit peu de temps, mais une fois qu'on l'a rédigé, on peut évidemment l'adapter pour d'autres demandes, d'autres besoins, et donc là, en l'occurrence, de générer d'autres programmes de formation. Donc, vous voyez, c'est quand même assez impressionnant en termes d'efficacité. Encore une fois, il faut évidemment faire attention à son prompt, qu'il soit bien clair, qu'on indique bien le contexte, qu'on donne un rôle, etc., etc. Mais aussi, on peut soumettre aussi à l'intelligence artificielle le prompt et lui demander justement, on va dire, de l'améliorer. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on fait peut-être pas trop assez souvent, mais encore une fois, l'idée, c'est aussi de challenger, on va dire, les IA sur la rédaction du prompt et de lui dire, bah, tiens, est-ce que tu peux pas me proposer une analyse critique, on va dire, de ce prompt-là? Et là, il va être en capacité aussi de vous dire ce qui va bien et ce qui va pas. Je vais vous montrer un petit peu la réponse, on va dire, comment dire, de l'IA par rapport à ce prompt-là, où je lui ai posé la question tout simplement, dire, bah, tiens, analyse-moi et sois critique par rapport à ce prompt-là. Et donc, voici sa réponse. Donc, il a d'abord commencé à souligner ce qui allait bien. Le prompt fournit des directives claires. Il identifie le sujet de la formation, les éléments tels que public cible, la durée, etc. sont inclus. Et par contre, il indique effectivement des points d'amélioration du prompt. Clarifier le contexte, être un peu plus précis, ajouter des informations sur les ressources disponibles pour la formation, ça peut aider. Intégrer des exemples concrets ou des études de cas, OK, et proposer des recommandations pour une mise en pratique effective des compétences acquises après la formation. Voilà, dans les grandes lignes, un peu ce qu'il propose, et ça, c'est effectivement intéressant aussi, vraiment, d'avoir en tête que l'IA générative peut être d'une grande aide, mais aussi, surtout, sur l'analyse, on va dire, effectivement, de son travail, et pourquoi pas d'un prompt. Bon, très bien. Là, on vient de voir un peu comment ça se passe voilà, pour rédiger, on va dire, un prompt, de le challenger aussi, évidemment, sur le prompt et sur les résultats qu'il peut obtenir. Ludovic vous en a parlé tout à l'heure. On a effectivement les idées claires aujourd'hui sur les IA génératives. Mais les IA génératives, c'est pas seulement, on va dire, ChatGPT, Perplexity ou d'autres. On a aussi beaucoup d'outils qui existent. Il y a effectivement des milliers d'outils IA qui existent et qui sont en accès libre, et donc qui sont assez utiles lorsqu'on les connaît pour nous aider effectivement dans nos tâches au quotidien. Ce que je vous propose là maintenant, c'est effectivement de vous présenter, on va dire, un site internet qui est vraiment intéressant pour aller chercher effectivement des outils IA. Donc ce site internet, c'est Exploria. Quand vous tapez Exploria dans Internet, vous allez tomber, on va dire, sur ce site-là. Et c'est un site qui est assez intéressant. Pourquoi? Parce qu'il va vous proposer effectivement une bibliothèque d'outils IA. Donc c'est une bibliothèque qui est relativement impressionnante parce qu'elle a près de 6000 outils répertoriés, on va dire, sur le site. Donc c'est quand même énorme. Tous les jours, il y a des nouveaux outils. Tous les jours, elle est plus ou moins mise à jour. Donc ça, c'est assez impressionnant. Ce qui est intéressant aussi de noter, c'est que les outils IA sont répertoriés, on va dire, et catégorisés. Donc là, il y a 62 catégories de répertoriés. Et ce qui est surtout aussi intéressant, c'est qu'on a un descriptif par outil, on va dire, ce qu'il permet, on va dire, de faire. Donc là, l'idée, c'est pas de tester les 6000 outils, évidemment. C'est d'abord d'avoir les idées claires, on va dire, sur son besoin. Une fois qu'on a les idées claires sur son besoin, on y reviendra tout à l'heure, mais de regarder un petit peu dans quelle catégorie on est, et enfin, de regarder un peu le descriptif. Donc, si je vous présente rapidement, on va dire, l'outil. L'outil, c'est celui-ci, donc Exploria. Vous avez effectivement plus de 5000, on est pratiquement à 6000 outils. Ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez sélectionner directement, on va dire, les différentes catégories.
Donc vous avez des sujets sur l'art, des IA sur l'assistance de codage, vous avez la génération d'avatars, vous avez des IA notamment spécialisées dans le domaine du business, notamment dans je sais pas, dans le clonage aussi de voix. Si jamais on prend par exemple cet exemple-là, quand on clique, on va dire, dessus, il sélectionne uniquement les IA dans cette thématique-là. Et là, vous voyez, vous avez directement des descriptifs sur ce que fait l'IA précisément. Donc là, la première IA, c'est un lecteur vocal qui peut lire votre texte avec une voix naturelle et même cloner votre propre voix. Donc si jamais ça, c'est un sujet qui vous intéresse, effectivement, vous pouvez bénéficier, on va dire, de l'IA. Alors, toutes ne sont pas forcément gratuites, mais il y en a quand même beaucoup qui sont gratuites. Et donc voilà, je vous invite en tout cas à regarder ce site si vous ne le connaissez pas. C'est un site qui est plutôt assez intéressant et qui permet vraiment de regarder un peu aussi les nouveautés et quels sont les différents IA dans les différentes catégories. Allez, je reviens à mes moutons. On a vu effectivement voilà, on avait la chance de pouvoir bénéficier d'une bibliothèque riche. 6000 IA, c'est pas rien. Maintenant, je vous propose voilà, de faire un petit zoom sur l'impact de l'IA dans le monde professionnel. Alors, c'est bien beau tout ce qu'on a dit depuis le début, le côté de l'IA, le côté de l'utilisation de l'IA. Est-ce qu'aujourd'hui, effectivement, c'est un phénomène micro ou est-ce que effectivement tout le monde utilise l'IA? Je vous propose, on va dire, de regarder. J'ai sourcé un petit peu quelques études et j'ai fait une petite synthèse sur l'impact de l'IA dans le monde professionnel. Et notamment, on va dire, j'ai plutôt regardé les études qui convergeaient, on va dire, dans le même sens. Ce qui est assez unanime aujourd'hui, en tout cas, c'est que 85% des organisations voient l'IA comme un levier de transformation, on va dire, majeur. Donc là, on est vraiment voilà, dans un univers où la plupart, on va dire, des organisations on considère en tout cas que l'IA, c'est évidemment un enjeu majeur. Pour autant, on a soit 58% des employés français utilisant l'IA générative au travail le font dans le cadre défini, le font sans cadre défini par l'employeur. Donc ça, c'est assez paradoxal. Aujourd'hui, on se rend compte qu'on est effectivement dans un virage que tout le monde essaye, on va dire, de prendre. Parce que quand on sait que 58% des employés français utilisent finalement dans leur coin l'IA, on va dire, au travail. Donc, il y a un gros travail encore aussi à faire de la part des organisations, de clarifier effectivement la stratégie, de clarifier, on va dire, les besoins. On voit bien qu'on est au démarrage un petit peu de ça. Alors, évidemment, vous avez des acteurs qui ont pris un peu d'avance, on va dire, sur ces sujets-là, mais il y a encore évidemment beaucoup, beaucoup d'acteurs qui sont au démarrage, on va dire, de ça. Donc, c'est intéressant parce que ça crée aussi des opportunités. L'impact dans le monde du professionnel, on peut imaginer qu'en tout cas, ce ne sera pas un impact qui va s'essouffler très rapidement. Le secteur mondial de l'IA devrait dépasser les 500 milliards de dollars d'ici 2024, donc c'est assez énorme. Et ce qui est indiqué, c'est que l'IA pourrait contribuer à hauteur de 15 000 milliards de dollars à l'économie mondiale d'ici 2030. Donc c'est quand même relativement énorme. Évidemment, il y a énormément d'investissements qui sont, voilà, qui sont mis sur la table aujourd'hui. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne voit pas évidemment disparaître, on va dire, l'IA demain, même si encore une fois, on n'a pas forcément une boule de cristal pour pouvoir l'affirmer. Mais visiblement, la tendance, elle n'est pas évidemment à la réduction, on va dire, de l'utilisation de l'IA. Presque tous les emplois seront impactés. Là, on est aussi plutôt assez unanime dans l'ensemble des études. À une période où on avait plutôt entendu dire que il y aurait peut-être que quelques métiers. Là, évidemment, plus ça va, plus les IA aussi évoluent et ça impacte effectivement pratiquement, on va dire, tous les métiers. Le secteur comme le juridique, l'informatique, la finance sont particulièrement, on va dire, impactés. Et ça, effectivement, vous avez la plupart des métiers qui sont impactés, mais vous avez surtout des métiers qui sont évidemment plus impactés, on va dire, que d'autres. Donc, effectivement, ça crée des opportunités, des métiers qui sont soit créés ou soit renforcés. Je peux vous donner les exemples de développeurs IA qui se développent beaucoup, de data scientists, analystes financiers spécialisés en IA, prompt ingénieur aussi qui se développe énormément, responsable éthique IA, etc. On voit bien qu'on est dans un impact qui est relativement fort et c'est évidemment quelque chose d'intéressant parce que ça va créer évidemment des opportunités en matière d'évolution, on va dire, des métiers, mais aussi en matière de création tout simplement de nouveaux métiers. Alors,
quand on dit ça, on a parlé un petit peu là des organisations où on est quand même dans un virage. On l'a dit tout de suite, tout le monde n'a pas pris encore le virage. En tout cas, c'est effectivement le ressenti, nous aussi, qu'on a. On a beaucoup de clients qui viennent nous interroger en disant, bah voilà, nous, on aimerait bien prendre un peu le train en marche, mais par contre, on ne sait pas trop par où commencer. Ce que je vous propose là, c'est effectivement d'échanger un petit peu sur quelle stratégie il y a, on va dire, à adopter et mettre en place. Dans un premier temps, je crois que c'est important en tout cas de le souligner. Là, on a beaucoup parlé aussi finalement d'outils. On a un peu moins parlé, on va dire, de la définition, en tout cas de l'identification, on va dire, du besoin. Et ça c'est quand même quelque chose qui est hyper important. Nous, quand on accompagne nos clients, tout à l'heure, Ludovic en a parlé, par exemple L'Oréal, évidemment que l'idée, c'est pas de leur dire, bah, on va regarder quels sont les outils un peu sympas et on va voir si vous pouvez les utiliser ou pas. Non, là, l'idée, c'est d'abord et avant tout d'identifier, évidemment, on va dire, ses besoins. Ça, c'est fondamental. Donc, je dirais que la première étape à mettre en place lorsqu'on se pose des questions, en tout cas, nous, lorsqu'on crée des ateliers, c'est ce qu'on vient, on va dire, chercher dans un premier temps au niveau, on va dire, des collaborateurs, c'est d'abord qu'ils soient en capacité d'identifier, on va dire, leur mission, mais également, on va dire, les tâches associées à leur mission. Ça, c'est pas toujours un exercice simple, finalement. Vous avez beaucoup de personnes qui savent évidemment quelle est leur mission, leur métier, mais qui n'ont pas toujours une capacité à la verbaliser. Et ça, c'est intéressant en tout cas voilà, de commencer par ça, d'identifier ses missions et ses tâches métiers. Une fois qu'on a fait cette première étape-là, l'objectif, c'est d'abord d'identifier les tâches de son métier que l'on peut confier, on va dire, à une IA. Une fois qu'on a identifié ses missions, ses tâches, on va se poser effectivement la question, on va dire, bah, finalement, quelles sont les tâches qu'on va pouvoir donner. Et ça, je vais rentrer un peu plus dans le vif du sujet concernant ça. On a une méthode qu'on utilise, qui est la méthode SVP, que je vais vous présenter juste après, et qui permet, on va dire, de clarifier aussi un petit peu ça. La troisième étape aussi importante, c'est d'identifier ses priorités. Évidemment, quand on a commencé à définir les tâches qu'on pourrait éventuellement déléguer, on va dire, à une IA, à un moment donné, il va falloir identifier, on va dire, des priorités. C'est quoi les priorités? Parce qu'on peut peut-être pas forcément tout traiter ou tout déléguer, on va dire, à l'IA. Donc ça, c'est important effectivement de le mettre en place. Et enfin, c'est d'associer des outils IA à des tâches de son métier. Donc là, c'est de faire effectivement un travail de sourcing sur quels sont effectivement les outils qui existent et comment on peut intégrer, on va dire, des tâches, on va dire, à l'IA. Donc ça, vous voyez, c'est vraiment à la fin. Évidemment, encore une fois, souvent on a tendance à aller regarder un peu ce qui se passe en matière d'outils et de se dire, bah tiens, comment je pourrais utiliser ça, comment je pourrais utiliser cet outil IA dans mon quotidien. Non, l'idée, c'est évidemment de se poser, de commencer à regarder, on va dire, quel est son besoin avant d'identifier évidemment l'outil IA qui va bien. Alors, je l'ai souligné, le point 2, c'est d'identifier les tâches de son métier que l'on peut confier à l'IA. Ça, c'est plutôt assez central lorsqu'on souhaite, on va dire, mettre en place une stratégie IA dans son organisation. Et nous, ce qu'on préconise, on va dire, c'est la méthode SVP. La méthode SVP, c'est quoi? C'est tout simplement ce que je ne sais pas faire, ce que je ne veux pas faire ou ce que je ne peux pas faire, on va peut-être éventuellement pouvoir déléguer ces tâches, on va dire, à l'IA. Donc là, à chaque fois, on organise, on va dire, des ateliers où on vient interroger, on va dire, un métier, en tout cas des collaborateurs qui travaillent sur le même métier, et ils vont répondre à cette question-là. Ils vont noter sur un post-it ce que je ne sais pas faire et finalement que je pourrais peut-être intégrer, on va dire, à l'IA, c'est telle chose. Ce que je ne veux pas faire, on va dire, c'est ça, 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 et peut-être que l'IA pourrait m'aider. Et ce que je ne peux pas faire, parce que tout simplement, peut-être que mon organisation ne me le permet pas, c'est telle tâche, telle tâche, telle tâche. Et on va avoir un maximum, on va dire, de tâches identifiées. Et donc là, on va pouvoir commencer à regarder de plus près si oui ou non on peut intégrer, on va dire, ou on peut déléguer ces fameuses tâches à une IA. Là, je vous donne un exemple, on va dire, c'est l'exemple de l'atelier du Learning Show, où on a effectivement créé un atelier avec différents métiers, notamment avec le métier d'animateur, on va dire, de formation. Et on a procédé de la même façon. On leur a demandé, on va dire, de se positionner sur finalement quelles sont les tâches que vous ne savez pas faire, que vous ne voulez pas faire ou que vous ne pouvez pas faire. Et donc là, vous avez le résultat, on va dire, de ce travail-là, on va dire en haut à droite. Ce qui est intéressant, on va dire, de noter, c'est qu'on a, par exemple, 28% voilà, des personnes interrogées qui considèrent qu'ils aimeraient bien, en tout cas, déléguer toutes les tâches administratives, compta et gestion à une IA.
ils aimeraient bien aussi déléguer des tâches de conception, à dire, pédagogique et aussi des tâches de veille. Alors, ce qu'on a pu noter, on va dire, au niveau de ça, c'est que finalement, les tâches envisagées de délégation sont principalement des tâches qui ne sont pas en lien direct avec le cœur de métier, on va dire, de la personne visée, que ce sont des fois des tâches qui sont non facturables, notamment pour des indépendants, et enfin des tâches trop chronophages. Et donc là, il y a un vrai besoin, en tout cas, de pouvoir déléguer, on va dire, certaines tâches. Ce qui était intéressant aussi avec cette étude-là, c'est qu'on n'a jamais eu une seule personne nous indiquant qu'il n'avait aucune tâche, on va dire, à confier à l'IA. Donc on voit bien que là aussi, on est effectivement dans un virage, mais un virage, on va dire, qui embarque plus ou moins, on va dire, tout le monde, on va dire, dans ce virage-là. Donc voilà, en tout cas, c'était important pour moi de vous notifier, on va dire, un petit peu ça, comment on peut finalement s'organiser au mieux, comment on peut mettre en place, on va dire, des briques, en tout cas comment on peut définir plus ou moins sa stratégie IA avec la méthode des épées, c'est quelque chose qui fonctionne plutôt assez bien. Maintenant, je vais regarder l'heure parce qu'effectivement, l'heure tourne, il est déjà 12h30, vous devez tous avoir un peu faim. Je vais juste vous présenter rapidement quelques exemples, on va dire, d'outils IA. On a vu ce que c'était un peu l'IA, on a vu qu'effectivement, que communiquer avec une IA, c'était important, qu'il fallait évidemment avoir une stratégie lorsqu'on est une organisation, qu'on souhaite développer ou travailler avec des outils IA. Maintenant, je vais vous donner quelques exemples d'outils qui, à mon sens, est plutôt assez utile pour beaucoup, en tout cas, de personnes. Le compte rendu, ça c'est quelque chose qui est comment dire, assez chronophage en règle générale, et puis on peut mettre beaucoup de temps. Là, on a des outils qui sont plutôt assez intéressants aujourd'hui et qui nous permettent facilement de rédiger, on va dire, de demander à l'IA de rédiger des comptes rendus. La question qu'on peut se poser, c'est finalement comment créer un compte-rendu d'une réunion en vidéo en moins d'une minute. Aujourd'hui, c'est possible. Ça peut paraître assez fou, mais effectivement, on a de plus en plus de réunions en visio. On peut être 2, 3, 4, 5 interlocuteurs. Et quand on fait un compte-rendu, effectivement, ça met souvent un peu de temps. Donc, il y a une application, vous en avez beaucoup, ce n'est pas la seule, mais je vous donne un exemple, je la trouve intéressante, l'application Tactic, parce que c'est une IA qui va vous permettre gratuitement, alors vous êtes limité, on va dire, dans ce que vous pouvez faire, mais en tout cas, vous pouvez le faire, qui va vous permettre effectivement de transcrire l'intégralité, on va dire, des échanges au sein de la réunion. Ce qui est intéressant dans cette application, c'est qu'elle va à chaque fois identifier la personne, transcrire évidemment tous les échanges de cette personne-là, et elle va le faire effectivement pour toutes les personnes au sein de la réunion. Donc une fois, on va dire que vous avez la transcription, on va dire, de l'ensemble, on va dire, de la réunion, vous pouvez la soumettre à une IA comme ChatGPT et lui demander effectivement de faire un compte rendu. Donc je vais rentrer un petit peu plus dans le détail pour vous expliquer un peu comment ça fonctionne. Tactic, l'application que vous pouvez utiliser pour ça. Lorsque vous allez être en réunion, en visio, elle va effectivement transcrire l'intégralité, on va dire, de chaque échange. Une fois, on va dire que vous avez ça, vous pouvez exporter, on va dire, la transcription. Et donc là, vous avez effectivement la possibilité de récupérer, on va dire, l'intégralité, on va dire, des échanges, et donc de pouvoir commencer la deuxième étape, c'est-à-dire de rédiger, on va dire, votre prompt et donc de demander, on va dire, au prompt tout simplement d'obtenir, on va dire, un compte rendu avec la transcription. Donc ça, c'est hyper simple à faire. Et enfin, vous avez juste la dernière étape qui est évidemment la diffusion du compte rendu que vous aura généré, on va dire, ChatGPT. Donc là, on s'aperçoit de quoi? On s'aperçoit que finalement, cette étape-là, la première, c'est réalisé uniquement par l'IA. Que cette étape-là, c'est peut-être une petite étape de rédaction, mais une fois qu'on a rédigé un premier prompt pour les autres vidéos, les autres comptes rendus, ça va aller aussi un peu plus vite. La rédaction du compte rendu, elle est générée, on va dire, par ChatGPT. Et enfin, on a la diffusion, mais qui ne prend pas forcément beaucoup de temps. Donc maintenant, quand on dit en moins d'une minute, on peut être en capacité de rédiger, on va dire, une première version, en tout cas, de compte rendu. C'est effectivement complètement possible. Donc c'est vraiment très, très, très bluffant. Là, voilà, je vous avais proposé rapidement, on va dire, un exemple de prompt pour une demande de compte rendu. Bon, je vois, on va dire, que
que l'heure avance. Je vais peut-être pas m'éterniser, on va dire, sur cet exemple-là. Mais voilà, là, c'était une étude, enfin un cas qu'on a vu chez nous. On a Julie qui est responsable RSE au sein de l'entreprise Evosim, spécialisée dans le domaine de la formation. Et donc, il y a une vidéo qui a été réalisée. On a, comment dire, eu la transcription, on va dire, par l'application. Et donc, Julie demande tout simplement, on va dire, à l'IA de lui donner, on va dire, un résumé des principaux points abordés lors de la réunion, les décisions prises et les actions à entreprendre, et d'inclure aussi un mémo bref et concis. Et donc ça, une fois, on va dire que vous lui donnez les éléments, le contexte et puis la commande, vous lui donnez en bleu, là, c'est la transcription, on va dire, que je vous ai intégrée. Et derrière, effectivement, le ChatGPT est en capacité très rapidement de pouvoir générer, on va dire, une réponse et de vous formuler, de vous rédiger, on va dire, tout simplement le compte-rendu qui est envoyé par mail. Donc là, il s'est mis dans la peau de Julie et donc il a rédigé l'intégralité du mail en considérant, encore une fois, hein, la transcription qui lui a été donnée, en regardant en point les points clés. Et donc, il fait un résumé des points abordés, hein. Premier point, deuxième point, troisième point, quatrième point. L'action, on va dire, à entreprendre, on va dire, pour chacun. Et le bref mémo, on va dire, qui est aussi rédigé. Donc, c'est quand même assez impressionnant de se dire qu'aujourd'hui, effectivement, avec des outils plutôt assez simples d'utilisation, on est en capacité de gagner vraiment beaucoup de temps. Donc, ça, c'est un outil que je trouve assez intéressant. Il y a un autre outil qui est aussi assez intéressant dans la même logique que ce qu'on a pu voir, on va dire, juste avant. Euh, on a souvent, que ce soit d'ailleurs en vidéo, la possibilité des fois de proposer des quiz interactifs, que ce soit en réunion ou pendant un séminaire ou autre. Et aujourd'hui, on est aussi en capacité de produire des quiz très rapidement. Et ça, c'est plutôt assez bluffant, encore une fois, hein, de créer des quiz lorsqu'on part de la feuille blanche. Ben, c'est plutôt pas simple, c'est plutôt compliqué. Il faut déjà rédiger les questions, faut rédiger aussi, on va dire, les fausses réponses et les bonnes réponses. Enfin, bref, ça met évidemment, on va dire, un peu de temps. Si vous avez un peu le temps, justement, je vous invite à regarder de plus près un outil qui s'appelle Quiz Wizard, qui est un outil relativement intéressant parce qu'il va pouvoir vous générer, on va dire, des quiz très rapidement. Et une fois qu'il vous a généré ces quiz, vous pouvez exporter, on va dire, les données dans des applications comme Wooclap ou Flash pour, encore une fois, créer un quiz interactif. Alors, juste pour être assez succinct, comment ça fonctionne? Vous avez dans un premier temps, une première étape, ça va être effectivement, de lui demander de générer, on va dire, des questions. Pour ça, dans un premier temps, il vous demande, bah, voilà, est-ce que vous voulez plutôt fonctionner par thématique? Est-ce que vous avez un document et auquel cas l'application, on va dire, va utiliser, on va dire, le document et générer des questions uniquement en lien avec ce qu'il y a dans le document? Est-ce que vous avez un texte à me formuler? Vous pouvez aussi lui donner un lien qui pointe sur un site web et il va être en capacité aussi voilà, de rédiger des questions. Si on a un audio ou une vidéo, bah, ça marche aussi. Et si on a aussi une vidéo YouTube ou en tout cas un lien YouTube, eh ben, on peut aussi lui donner tout ça et il va être en capacité effectivement voilà, de rédiger encore une fois des questions par rapport à différentes sources qu'on peut lui proposer. Donc si on prend, on va dire, juste la thématique, on lui dit, bah, moi, j'ai besoin juste d'une introduction, par exemple, à la RSE, ou quels sont les fondamentaux, on va dire, de la RSE. Ça, c'est mon sujet. Derrière, on va juste lui indiquer, ben voilà, moi, je veux juste des questions à choix multiples. On veut 3 réponses fausses, une seule bonne réponse. Je génère, on va dire, le contenu. Et donc là, l'application va commencer à générer, on va dire, les différentes questions. Et donc là, il va vous les présenter, on va dire, en quelques secondes. Vous allez avoir l'intégralité des 10 questions avec les 4 réponses, dont 3 fausses et une bonne. Et vous allez pouvoir après juste exporter, on va dire, les données, soit pour pouvoir les intégrer dans Wooclap, dans Wooflab, dans des outils spécifiques, soit de les exporter, on va dire, en tableur Excel ou en Word, ou de les intégrer directement dans une plateforme LMS. Donc c'est hyper intéressant. Et je vais peut-être vous présenter très rapidement, on va dire, l'outil pour vous montrer à quel point c'est assez bluffant de travailler. Ah, j'ai un problème avec mon partage d'écran. Je ne vais peut-être pas, on va dire, vous montrer ce que je viens de regarder l'heure. C'est vrai que ça tourne assez vite. Je vais peut-être
passer, on va dire, à cette étape-là. Là, je vais revenir, on va dire, sur mon diaporama. Mais encore une fois, là, c'est vraiment, vraiment bluffant aussi comme outil. Il y a un autre outil que je trouve assez intéressant et généralement, on en a tous besoin. C'est comment produire un diaporama de présentation en moins d'une minute. Là aussi, c'est possible avec notamment l'outil Gamma. C'est un outil, on va dire, qui va vous permettre de générer un PowerPoint, une présentation, notamment en lui donnant juste une seule phrase, une thématique, par exemple les fondamentaux de la RSE. Et ben derrière, il va être en capacité de vous produire, on va dire, des diaporamas sur ce sujet-là sans rien lui demander d'autre. Donc la première étape, c'est de lui dire, bah, moi, je veux que tu génères, on va dire, juste avec une simple phrase, un diaporama. Donc vous allez lui dire, bah, c'est quoi le sujet? Ça, effectivement, il faut quand même lui préciser les fondamentaux, par exemple, de la RSE. Une fois, on va dire que vous précisez ça, il va vous donner un espèce de sommaire de l'ensemble, on va dire, par exemple, là, des 10 diapos. À chaque fois, il va vous présenter un titre par diapo et il va donc rédiger, on va dire, les diapos, on va dire, en lien avec le titre. Une fois, on va dire que ça c'est fait, vous allez choisir l'identité graphique, on va dire, que vous souhaitez. Il y a pas mal de templates que vous pouvez utiliser. Et enfin, vous allez lui demander effectivement d'exporter, on va dire, le PowerPoint. Et là, c'est vraiment bluffant. En quelques secondes, il vous réalise, on va dire, le PowerPoint. Donc, je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe, parce qu'on pourrait croire que c'est un peu magique, mais c'est vrai que c'est magique, mais c'est un peu surtout bluffant. Donc là, vous êtes effectivement sur l'interface, on va dire, de l'application. Vous avez généré, on va dire, créé en quelques secondes à partir d'un message d'une seule ligne, un PowerPoint. Donc là, vous avez la présentation. Là, vous avez 8 cartes. Et là, vous avez juste à lui indiquer, par exemple, les fondamentaux de la RSE. Et donc là, vous lui générez, vous faites une demande de génération de plan. Et là, il va vous générer, on va dire, un plan. Donc là, si le plan vous va bien, vous pouvez lui demander directement, on va dire, de générer. Si jamais ça ne vous va pas et vous dites, bah, moi, il me manque, je ne sais pas, comment dire, une diapo pour aller plus loin, par exemple, peut lui demander ça. Et puis enfin, on va lui demander aussi un petit bilan. Et une fois qu'on se dit, bah voilà, là, je suis OK avec l'ensemble des thématiques abordées, bah, je vais pouvoir lancer le diaporama en choisissant voilà, des thèmes graphiques. On va prendre allez, le premier thème et hop. Et là, on lui demande de générer tout simplement le PowerPoint. Et là, il va vous générer, on va dire, le PowerPoint. Donc ça, c'est assez bluffant. Donc vous allez voir la construction du PowerPoint. Hop là, c'est parti, il commence à travailler. Et là, il rédige, on va dire, l'intégralité, on va dire, des diapositives, les 3 piliers de la RSE, les principaux enjeux de la RSE, les avantages de la RSE pour les entreprises, les normes et certifications RSE, les étapes de mise en place d'une démarche, le rôle des parties prenantes dans la RSE, conclusion et perspective. Pour aller plus loin, donc ça c'était la demande que que je lui ai faite, et enfin le bilan, là aussi, qui prend en considération. Vous voyez, c'est quand même assez bluffant, on n'a rien de temps, on a la capacité effectivement de générer très rapidement, on va dire, un PowerPoint. Alors tout est modifiable, hein, vous pouvez modifier le texte, les images, pour rajouter des choses, des vidéos, des choses, donc c'est vraiment un gain de temps quand même relativement considérable. Voilà, j'en ai terminé en tout cas avec la présentation. J'espère que ça vous a plu. Maintenant, je peux vous proposer effectivement peut-être de prendre quelques questions et si on peut y répondre, ce sera évidemment avec plaisir. Alors, de nombreuses questions ont déjà trouvé une réponse avec Ludovic. Est-ce que, alors, il y a eu beaucoup de questions sur la gratuité justement de ces applis.
Donc, c'est vrai. il y en a qui sont gratuites, pas toutes, et il y en a qui, en effet, comme beaucoup d'applis, en fait, sont gratuites au départ et deviennent payantes plus Effectivement, vous avez, des options. soit vous avez des fois des applications qui sont payantes, soit vous avez des applications qui sont complètement qui sont gratuites, ou alors vous avez des applications, on va dire, où vous allez avoir un temps pour pouvoir tester l'application et derrière vous allez devoir payer. Donc effectivement, il y a un peu de tout, mais déjà en termes d'applications gratuites, il y en a déjà beaucoup. Et donc c'est déjà intéressant de voir un peu tout ce qu'on peut avoir de façon gratuite. Après, effectivement, en tout cas au sein d'une organisation, là encore une fois, c'est plutôt assez stratégique, hein, c'est de se dire, bah voilà, quelle est l'orientation qu'on prend, et évidemment, quels sont les outils qu'on va intégrer au sein de notre organisation. Et là, il est évident que c'est des applications payantes, ne serait-ce qu'en termes de sécurité d'utilisation des données, quoi. Une question, c'est quelle IA pour parler une langue étrangère spécifique dans un pays étranger? L'IA peut parler une langue. Alors, j'ai Je pas. comprends pas trop non Alors, en tout plus. cas, sur la notion, on va dire, des langues, les IA, on va dire, maîtrisent. Par exemple, prenez ChatGPT ou Perplexity ou n'importe quel chatbot. Vous avez la plupart, on va dire, du temps, toutes les langues plus ou moins de référencées. C'est assez impressionnant. C'est évidemment, les IA sont multilingues, et ça, c'est aussi assez bluffant. Vous pouvez même vous amuser à apprendre des langues grâce aux IA génératives, parce que vous pouvez lui demander un exercice, par exemple en espagnol, une traduction en italien, bref, beaucoup en tout cas d'IA sont multilingues. Ça c'est effectivement assez impressionnant. Ouais. Voilà, autrement, de toute façon, je vous laisse lire, hein, les différents commentaires. Il y a quand même des commentaires un petit peu sceptiques, alors pas non pas sur le côté un peu magique, hein, évidemment, de l'IA, mais surtout sur, en effet, au niveau de l'évolution des métiers, c'est-à-dire que nos métiers, avec cette vont peut-être manquer de variété, si on c'est aussi l'intérêt des fois d'avoir des tâches multiples, qui certes peuvent peut-être prendre du temps, mais font fonctionner le cerveau, on va dire, et puis donc voilà, Ouais. c'était En tout cas, c'est vrai que sur ça, je trouve qu'on lui avait cette notion un peu de créativité, des fois qui est un peu chahutée, parce qu'on se dit, bah mince, on utilise une IA, est-ce que on triche finalement en utilisant une IA, c'est pas forcément nous. Et c'est pas forcément le recul moi que j'ai. C'est vrai qu'au début c'était un peu la même chose, c'était un peu de dire tiens comment on peut utiliser l'IA et puis est-ce qu'on est crédible finalement. Moi ce que je considère en tout cas c'est que c'est un puits on va dire de créativité, c'est-à-dire que lorsque vous souhaitez typiquement l'exemple du compte rendu, l'idée c'est pas de se dire bah tiens je vais faire du copier-coller on va dire de ce qu'il me propose. Pour autant ça peut être ne pas démarrer par la feuille blanche, ça peut être un gain de temps aussi déjà considérable. Et encore une fois, on tient le marteau, c'est à nous effectivement de valider ou de dévalider ou de ne pas valider ce que va pouvoir produire, on va dire l'IA. Pour autant, c'est sûr que quand on arrive finalement à produire quelque chose de très rapide, hein, pareil, hein, c'est pareil pour la génération, on va dire finalement de diapositives, le diaporama. Le diaporama, il n'est pas forcément parfait, mais il va permettre peut-être de répondre à un besoin à un moment donné. Rien ne n'empêche, on va dire, de le modifier, de le changer, de le challenger un peu plus sur les thématiques données. C'est vraiment, on va dire, des outils qui sont à disposition et qu'il ne faut pas évidemment prendre pour argent comptant, même si effectivement, des fois, ça peut être très, très bluffant en termes de résultats. Ouais. On a déjà des stats sur quelles sont les tâches que l'IA remplace le plus souvent. Et c'est tout bête, hein, c'est les tâches répétitives. C'est-à-dire que quand vous regardez dans un de vos métiers quelles sont les tâches les plus répétitives, très vite, vous vous apercevez que c'est les tâches, d'ailleurs, que les gens n'ont plus envie de faire, parce qu'elles sont répétitives. Et l'IA, elle est très forte lorsqu'il s'agit d'emmagasiner une routine. Et donc, la bonne nouvelle, on va dire, hein, c'est qu'on peut lui confier ces tâches-là. Après, s'il y a des gens qui sont des maniaques et qui ont envie de continuer à les faire, tant mieux pour eux, hein, voilà. Mais c'est là qu'elle est la plus pertinente. Voilà. Non, mais j'imagine au niveau des comptes rendus notamment, parce que c'est vrai que quand on anime une réunion et après on fait un compte rendu, c'est souvent fastidieux, et ça permet, que le compte rendu soit fait, mais après d'avoir une relecture. Donc nous, ça nous permet de prendre plus de temps finalement, de mettre un peu de distance par rapport à l'écrit.
Donc, je trouve ça plutôt pas mal parce que souvent, des fois, on fait des comptes rendus et puis 3 jours plus tard, on s'aperçoit que non, on n'aurait pas dû écrire ça ou non, c'était mal formulé. Et donc là, on gagne du temps en fait et on a plus le côté correcteur qui peut être très intéressant aussi. Ouais, c'est sûr. Franchement, c'est un outil qui est assez bluffant. C'est vrai que moi, au tout début, j'étais assez sceptique. Je me disais, mais comment il va se retrouver parmi 5 ou 6 interlocuteurs? Et finalement, il arrive vraiment à aller chercher la bonne information synthétique, parce qu'encore une fois, sur un compte rendu, l'idée, c'est pas de faire du copier-coller, on va dire, de la transcription qui aura été réalisée, mais c'est vraiment voilà, d'aller chercher la bonne information. Alors, des fois, il peut en oublier, ou des fois, il peut intégrer des informations, on va dire, qu'on ne souhaite pas forcément, évidemment, voir apparaître. Là, encore une fois, l'idée, c'est effectivement de faire attention voilà, à regarder un peu ce qui se passe, mais effectivement, c'est vraiment bluffant, en tout cas, ouais. Et encore une fois, ce genre d'outil montre bien que dans les mois à venir ou les années à venir, on va avoir de plus en plus d'outils qui vont faciliter, on va dire, notre travail au quotidien pour gagner, on va dire, en temps, on va dire, sur les tâches qu'on peut effectuer, quoi. Et surtout sur les tâches chronophages, ouais. Il y a une question peut-être, y a-t-il une norme pour certifier la sécurisation des données? Comment distinguer les IA sécures? Non, ça c'est effectivement, ça c'est une vraie question, en tout cas sur la sécurisation, on va dire, des données. Évidemment qu'il y a une chose qui est indispensable à avoir en tête, c'est qu'à partir du moment où on utilise une IA gratuite, évidemment que le produit, on va dire, c'est donc encore une fois dans une logique individuelle, c'est peut-être pas forcément trop gênant, et encore que, mais dans une logique, on va dire, d'une organisation, d'une entreprise, évidemment qu'on va devoir utiliser, on va dire, souvent des IA fermées, c'est-à-dire des IA voilà, qu'on va payer et qui vont nous assurer, on va dire, une certaine sécurité, notamment sur nos propres données. Parce que lorsqu'on est une entreprise et qu'on divulgue, on va dire, des informations, on va dire des fois qui peuvent être des informations sensibles, il faut évidemment s'assurer que l'IA utilisée ne soit pas une IA gratuite parce que, évidemment, là, vous n'avez pas du tout la main sur qu'est-ce que vont devenir, on va dire, les données que vous intégrez, on va dire, dans cette IA. Ouais. Donc, grosse vigilance par rapport à ça. Il y a un deuxième sujet, on parle de sécurité des données, mais il y a un deuxième sujet sur les droits d'auteur et les droits à l'image, parce qu'aujourd'hui, les données qui sont disponibles sur le web, elles ont été fournies par un utilisateur. Quand elles vont être réutilisées par un autre utilisateur qui va en faire commerce, quelle est la rémunération de celui qui a fourni la donnée initiale? Aujourd'hui, ça n'est pas, il n'y a pas de législation qui le protège. Et pareil pour le droit à l'image, quand il s'agit des images. Donc, ce qui est prévu en France, parce que vous savez qu'on est dans un pays qui réglemente tout, c'est qu'il y a un projet actuellement de réglementation là-dessus qui ressemble un tout petit peu à la SACEM, c'est-à-dire que finalement, quand je vais fournir des données, les données que j'ai fournies devront être mentionnées lorsqu'un tiers utilisera ses propres données et lorsqu'il en fera un usage. Et qu'il y aura un système, alors on ne sait pas comment ça va fonctionner, hein, mais la SACEM y arrive pour la musique, il y aura un système de rémunération finalement de l'auteur initial. Et ça, c'est un projet actuel, alors c'est au niveau européen. Aux États-Unis, c'est un peu différent, mais ça nous pend au nez dans les mois qui viennent. La conséquence, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le nombre de données disponibles sur les IA va peut-être se réduire. Parce qu'évidemment, s'il faut payer maintenant ou s'il faut rémunérer l'auteur, il est possible qu'il y ait une période où il y ait moins de données disponibles parce qu'elles seront payantes. Il faut se projeter aussi là-dedans, mais c'est la tendance. Voilà. Question sur l'impact des IA sur la robotique, analyse de l'environnement, interaction humaine. Donc, reconnaissance faciale, auditive. Je lis la question telle qu'elle est. Hein. Auditive, reconnaissance d'objets, si ça vous parle. Il y a plein de choses là-dessus. Hein. Il y a énormément de solutions qui existent depuis même longtemps hein, et qui permettent de travailler là-dessus. Voilà, vous les avez vus. Alors, on parle d'avatar, on parle de reconnaissance faciale, on parle d'outils permettant d'avoir un œil. Vous savez, jusque-là, l'informatique, elle n'avait pas d'œil. Nous, on voyait ce qu'elle faisait, mais elle ne nous voyait pas. Avec une IA, effectivement, on va améliorer tout ça. C'est-à-dire qu'on va pouvoir repérer le visage de quelqu'un parmi des millions de données beaucoup plus rapidement que si on utilisait un autre système. Hein. Voilà. La reconnaissance de votre pouce sur votre iPhone, c'est déjà une première
C'est déjà Ouais, une tout à fait. première, c'est déjà une première avancée. Donc on va y aller, ouais, bien sûr, hein, bien sûr. C'est déjà en place, hein, ouais. Et après, Euh, Ouais, et puis c'est ce qu'on disait un petit peu au tout début, c'est-à-dire que finalement l'IA, c'est pas quelque chose voilà, de révolutionnaire aujourd'hui, parce que ça fait déjà longtemps que ça existe. Ce qui est plutôt assez révolutionnaire aujourd'hui, c'est effectivement l'utilisation, on va dire, massive et l'utilisation, on va dire, que l'on peut en faire aujourd'hui, et que tout un chacun peut en faire aujourd'hui. Donc ça, c'est plutôt assez bluffant. Aujourd'hui, on a la possibilité d'avoir un assistant personnel plutôt assez doué, qui peut nous accompagner dans beaucoup de tâches. Et ça, c'est effectivement une vraie nouveauté, on va dire, aujourd'hui. Avant l'émergence de ChatGPT, finalement, on utilisait tous l'IA sans trop le savoir. Aujourd'hui, effectivement, on a énormément d'outils qui sont développés et qui permettent effectivement de réaliser des tâches intéressantes, en tout cas, ouais, c'est clair. il y a deux types d'IA. Il y a celle que, en tant qu'usager, vous allez utiliser, vous, là, typique ChatGPT. Et puis, il y a toutes les IA qui, dorénavant, vont être intégrées dans des solutions technologiques que vous ne verrez pas. Vous voyez? Et ces solutions technologiques-là, je prends par exemple Word ou PowerPoint, dans les semaines qui viennent, il y aura une IA à l'intérieur. C'est normal et c'est logique. Elle sera intégrée dans les logiciels, Vous n'y aurez pas accès directement, mais le logiciel sera beaucoup plus performant parce que lui, il utilise une IA. Et c'est ce qui se passe en robotique. C'est ce qui se passe en robotique, l'analyse finalement sur une salle de traite dans une vache laitière, l'analyse des données pour savoir si telle vache ou telle vache, etc., a un risque de problème métabolique, c'est bien une IA qui analyse les données et qui permet d'avoir des meilleurs résultats. Ça, vous ne le voyez pas, vous ne voyez que le résultat sur le tableau, mais c'est une IA qui est intégrée. Voilà. Et des exemples comme ça, on en a plein. Des questionnements en tout cas sur mais que font-ils de nos données personnelles? Je crois que c'est Ouais. Il les bouffe, hein. ouais. Ouais. Non, mais c'est pour ça que c'est important aussi là, on s'est focalisé un petit peu aussi sur effectivement les outils un peu gratuits, de montrer un petit peu ce qu'on peut faire avec. Mais effectivement, demain, les éditeurs, on va dire, de solutions, bon, évidemment, plongent déjà depuis des années sur de l'intégration, on va dire, de l'IA dans leurs outils. Aujourd'hui, on n'a qu'à voir la plupart nous, je vois par exemple dans le domaine de la formation qui nous concerne, toutes les plateformes de formation à distance ont intégré, on va dire, dans leurs solutions, on va dire, des modules d'IA intégrés, quoi. Donc, demain, effectivement, c'est déjà le cas, que ce soit des outils comme Word ou Excel, intègrent depuis quelque temps déjà comment dire, des solutions d'IA. Et ça, effectivement, ça va exploser. Et donc, peut-être que plus tard, on aura beaucoup moins, on va dire, d'outils, entre guillemets, gratuits, parce que beaucoup d'applications en IA seront déjà introduites dans les différents outils qu'on utilise, quoi. J'ai répondu à la question avec la notion de coffre-fort individuel. Donc, c'est une option que proposent certains éditeurs qui disent, voilà, soit c'est gratuit, et auquel cas vos données vont être avalées par tout le monde, soit vous prenez l'option payante, et cette option payante permet finalement que les données que vous allez utiliser ne seront pas utilisées par d'autres, elles resteront dans votre coffre-fort. Et donc, ça, c'est proposé par certaines solutions IA. Donc, ça répond en partie à la question, c'est-à-dire que je décide, moi, de l'usage qu'on va faire de mes données. Donc, vous voyez le risque qu'il y a dans une entreprise qui laisse les salariés libres de faire ce qu'ils veulent, chacun dans leur coin, c'est de la fuite permanente de données de l'entreprise, hein. Il y a pas mal de questions sur quelle meilleure appli pour telle et telle chose. Alors Je ça, on va pense que renvoyer sur Exploria. Là, vous avez Ouais. un bon outil parce qu'effectivement, comme on a dit, hein, c'est pratiquement 6000 outils uniquement sur le site d'Exploria. Il en existe encore évidemment bien d'autres. Donc là, vous avez en tout cas de quoi vous amuser pour regarder si oui ou non il pourrait y avoir une application qui pourrait vous aider à faire ce que vous souhaitez. donc Il y a un Exploria. classement avec des étoiles dans Exploria. Eux, ils disent, bon, un peu comme le guide Michelin, celle-là, elle est meilleure que l'autre et celle-ci est moins bonne. Bon, est-ce que derrière, c'est parce qu'ils achètent de la publicité sur le site? On n'en sait rien. À vous de vous faire votre propre idée pour savoir quelle est surtout la meilleure pour vous, par rapport à ce que vous souhaitez en faire. Parce que tout le monde va dire qu'ils ont tous la meilleure, hein, forcément. Ok. Je pense que nous allons pouvoir terminer ce webinaire. Alors, il y aura un autre webinaire sur les questions de l'IA. Vous pouvez toujours vous y inscrire, et bien entendu. S'il y a des ateliers aussi en présentiel qui vous intéressent, mais qui sont complets, n'hésitez pas à m'envoyer un mail sur la boîte mail du Printemps du numérique.
printemps-du-numérique@oui-care.org. De toute façon, c'est indiqué sur le site internet, cette adresse. Parce que souvent, il y a des personnes qui sont absentes le jour J, donc on peut faire une petite liste d'attente si vous le souhaitez. En tout cas, je vous remercie beaucoup, Ludovic et François, pour cette présentation. En tout cas, je trouve ça très intéressant. Merci, Karine. Bon, voilà, Merci, Karine. Merci beaucoup. ça demande réflexion, tout ça, mais il y a quand même des chouettes outils. Et, en effet, il ne faut pas en avoir peur, je crois. En tout Merci cas, à il tous. faut bien Bon connaître. appétit. Merci encore. À très bientôt. Merci, au revoir. Et il y a le petit questionnaire de satisfaction, si vous voulez le remplir. J'ai mis le lien dans le chat. Merci, à bientôt. Merci, au revoir.